Bonjour à tous et bienvenue chez Spleen Doctor, le podcast de la communication politique. J'ai le plaisir de recevoir Raphaël Lorca. Bonjour Raphaël. Bonjour Louis, bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Raphaël, tu t'es déjà intervenu dans des précédents épisodes parce qu'on va le voir tout au long de cette émission. Tu as 1000 vies déjà, hein, bien que tu sois jeune. Et on a eu le plaisir de t'entendre sur la politisation des marques dans l'Amérique de Trump. Et on va voir que finalement je vais pas dire cette passion, mais en tout cas ce sujet d'étude pour les extrêmes que tu as depuis maintenant quelques années prend tout son sens pendant cette campagne présidentielle. Pour repartir, on va dire, du commencement de ton parcours, à la base, en fait, tu as fait une école de commerce. C'est ça, Raphaël? Alors, tout a commencé là, effectivement. Moi, j'ai atterri dans une école de commerce qui s'appelle l'ESCP Europe, alors qu'aujourd'hui, c'est rebrandé ESCP Business School. Mm-hmm. Un peu par hasard, c'est-à-dire que je fais partie de ces gens qui ont fait prépa pour faire prépa parce que j'adorais l'idée de me préparer à haute intensité à des concours. Et donc, la voie de sortie, c'était effectivement cette école de commerce où je me suis assez ennuyé, en fait, pendant assez longtemps. Et où, en fait, j'ai décidé de faire l'histoire en parallèle. Donc, moi, j'étais beaucoup plus souvent à la Sorbonne, en fait, que l'ESCP. Et ce qui a un peu rattrapé l'ensemble, alors c'est non seulement, il faut pas cracher dans la soupe, hein, c'est quand même l'opportunité d'aller étudier sur d'autres campus, dans d'autres pays. Donc ça c'est quand même utile quand on observe un même objet avec d'autres points de vue, y compris culturellement différents, c'est toujours un peu riche. Non, ce qui m'a un peu sauvé, c'est la dernière année où au fond j'ai rencontré un prof de stratégie de marque qui s'appelle Benoît Elbrun, qui est prof là-bas depuis une quinzaine d'années, qui est un type extraordinaire. Qui est en fait bien plus qu'un prof de marketing. C'est d'abord un philosophe et un sémiologue, c'est-à-dire qui manie l'étude des signes et qui a pendu toute une théorie de la marque depuis qu'il enseigne et depuis qu'il fait de la recherche, qui est une théorie de la marque comme objet sémiotique, c'est-à-dire vraiment non pas du tout comme objet de vente commerciale. C'est quoi les techniques pour convaincre tel et tel consommateur d'acheter un produit? Pas du tout. C'est une réflexion beaucoup plus globale sur le rôle et la place des marques comme moteur de création de sens dans notre société. Donc en fait, cette rencontre a été assez fondamentale pour moi. Je suis tombé, alors ça c'est un peu l'histoire de ma vie, je suis tombé red dingue amoureux de lui professionnellement. Enfin, je veux dire, une espèce de coup de foudre intellectuel. Alors ma fiancée n'arrête pas de dire que ça arrive tout le temps et que c'est un peu inquiétant, mais moi je marche vachement comme ça en fait. C'est une espèce de rencontre qui m'a ouvert beaucoup d'horizons. Et donc j'ai décidé de faire ma thèse avec lui. Voilà. Donc en fait, en sortie de route à l'ESCP, je me suis dit je me lance dans une thèse avec lui pour pouvoir continuer ce chemin-là. Tout en ayant en parallèle, tu le disais, donc tes études en histoire. Alors l'histoire, je l'ai arrêtée en M1. Ce qui a fait que ma dernière année, pour la première fois depuis très longtemps, je faisais un seul cursus en même temps, le SCP. Voilà, donc je me consacrais aux mémoires de fin d'études qui s'intitulait En marque, Emmanuel Macron et marque politique, point d'interrogation. Donc en fait, je m'étais intéressé en fait avec ce Benoît Elbrun à la campagne 2017 de Macron. Enfin, je l'ai écrit en 2018, donc j'étais vraiment plein dedans. Et donc en fait, ça a parti de là toutes ces histoires. C'est que j'ai voulu appliquer toutes ces réflexions que lui avait sur les marques plutôt commerciales. Pour essayer de l'appliquer au champ politique. Donc, c'est en fait avec lui que j'ai mené ces premiers travaux. Oui, on va en parler juste après. Donc, il y a notamment un ouvrage que tu as écrit il y a un peu plus d'un an, enfin que tu as publié il y a un peu plus d'un an, qui est sur la marque Emmanuel Macron, la marque du neutre. On va en parler juste après. Donc, à la suite de tes études, enfin, je veux dire de ton premier cursus en M2, tu continues en doctorat, c'est ça? Je continue en doctorat et en fait, j'avais le projet de faire ça à plein temps. Et il se trouve que deuxième rencontre, totalement un peu par hasard, un peu provoqué quand même, mais ça reste quand même du hasard, où je rencontre le directeur du planning d'Avas Paris, qui s'appelle Benoît Lozé. Deuxième coup de foudre, cette fois-ci professionnel, où je me dis, je veux absolument travailler pour lui. Je ne connaissais pas en fait ces disciplines du planning stratégique. J'avais une vision très superficielle de la com et des agences, en me disant que c'est un univers au fond un peu cosmétique où on arrange des choses, on améliore le réel, mais tout ça n'est pas très sérieux. Là, je découvre un département et une agence qui en fait pense la société, quoi. C'est-à-dire, est très en avance sur l'écoute de ce que pensent les gens, des fractures, des tensions de la société, et en appliquant à des stratégies de com. Donc là, je me suis dit, ça va être quand même une espèce une école extraordinaire pour apprendre un peu le métier. Et donc, je suis rentré chez Havas en parallèle de ce doctorat.
Donc j'ai renoué avec mes habitudes de faire deux choses en même temps, avec une espèce d'arrangement où je travaillais en fait au 4/5e chez Havas. Donc j'étais censé avoir tous mes vendredis de libre pour pouvoir rédiger ma thèse, et en parallèle donc j'étais salarié et doctorant, voilà, pendant 3 ans. Tu manquais pas effectivement d'activité. Juste pour parler donc de cette expérience chez Havas Paris en tant que planeur stratégique, en fait, tu as pu mettre peut-être quelque chose de beaucoup plus concret sur notamment ces théories de la marque. Je pense notamment à l'Observatoire des marques dans la cité ou sur les nouveaux leaderships. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots en quoi cela consistait chez Havas? C'est-à-dire qu'effectivement, moi, j'avais une approche de la marque académique, du fait de cette rencontre avec le Benoît Elbrun dont j'ai parlé tout à l'heure. Là, ce qui m'a beaucoup plu, c'est que je l'ai confronté, j'allais dire, au réel, quoi. C'est-à-dire vraiment à la pratique, à l'accompagnement de marques, de dirigeants, dans la fabrication de publicité, de stratégie d'influence, de crise, de rédaction de discours pour des PDG. Donc, en fait, le planner strat, dans une agence aussi large et aussi intégrée qu'Havas Paris, il fait un peu de tout, quoi. Il touche un peu à toutes les façons de faire de la com. Et effectivement, je suis entré chez Havas avec cette corde-là, où en fait, 9-10 mois avant mon arrivée, Havas avait lancé l'Observatoire des marques dans la cité, qui était en fait un vieux dada de Benoît Lauzé, donc le patron du planning stratégique, qui depuis des années porte l'idée selon laquelle les marques se politisent. Alors aujourd'hui, ça peut paraître, alors peut-être pas banal, c'est pas vrai, mais disons que c'est partagé comme vision, et on n'a pas une semaine sans qu'il y ait une tribune, un article, un reportage de stratégie ou de CB News sur le sujet. À l'époque, c'était assez neuf. Et en fait, sa vision était assez radicale. C'est pas juste des marques qui s'engagent en réduisant leur gobelet ou même en réduisant leur émission de CO2, ce qui par ailleurs est très important. Lui, il avait une conception beaucoup plus radicale de la notion d'engagement politique, c'est-à-dire l'engagement dans les débats de la société, la capacité à défendre des visions du monde, la capacité à défendre des systèmes de valeurs qui s'opposent à d'autres. Parce qu'au fond, mener campagne contre le réchauffement climatique, c'est très consensuel. Alors, ça ne veut pas dire que tout est gagné et que tout le monde le fait bien et qu'il n'y a pas de greenwashing, évidemment. Mais au fond, en termes de prise de position, on ne peut qu'applaudir ou être méfiant. Mais en tout cas, ça ne suscite pas d'animosité. Alors que la vraie politique, et d'ailleurs, ça va faire le lien avec le neutre de Macron tout à l'heure, la politique, c'est défendre des visions du monde contradictoires, contre laquelle on peut opposer des éléments contre. Et effectivement, donc il a lancé ça en 2017 avec l'idée selon laquelle, du fait de l'effondrement du système partidaire, de tous les corps intermédiaires politiques, les syndicats, les partis politiques, et la dévitalisation assez profonde du tissu démocratique, au fond, il disait il y a une place à prendre pour les marques. Et certaines d'entre elles l'ont bien compris. Et donc, effectivement, il y a eu cet observatoire qui a été lancé. Donc, observatoire, ça veut dire qu'on mène des études annuelles, sans scruter les attentes des gens. On a fait d'abord en France, puis on a élargi avec plusieurs pays étrangers pour avoir des points de comparaison. Et puis surtout, en scrutant, voilà, une espèce de veille quotidienne, les différents exemples de marques qui cherchent à défendre des visions du monde, des points de vue très singuliers, etc. Donc, c'est effectivement, ça fait partie d'une de mes casquettes, au fond, que j'ai le plus apprécié chez Havas, qui mêlait à la fois le côté intello, académique, où j'étais extraordinaire. J'étais quand même payé pour lire des livres, pour scruter les études d'opinion, c'est quand même extraordinaire comme type de métier. Et par ailleurs, effectivement, le confronter à du réel, parce que lorsqu'on allait le présenter aux clients, la première question, c'était, bon, d'accord, c'est très beau, mais qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi votre co? Est-ce que vous avez une méthodologie pour nous accompagner pour avoir ce serait quoi les conditions pour nous d'embrasser un discours plus politique? Donc effectivement, il a fallu ensuite concevoir des méthodes, des approches, etc. Donc c'est un peu ça que j'ai fait chez Havas. Et en parallèle, parce que donc tu disais que tu aimes bien faire deux choses en même temps, mais également trois, tu es devenu donc chercheur associé à la Fondation Jean Jaurès à partir de l'été 2020. Est-ce que tu peux nous expliquer en quoi cela consiste et puis surtout ce qu'est la Fondation Jean Jaurès? Oui, t'as raison. Alors, la date est importante, c'est pas tant l'été que le printemps. En fait, la date est importante parce qu'on sortait du premier confinement. Et je trouve que, vous voyez, tout est lié. C'est-à-dire que mon sujet de thèse, c'est pour ça que ce sont des choses qui se complètent plus qu'elles s'additionnent. Mon sujet de thèse, c'est que je travaille sur la dimension politique des marques, ce que je creusais chez Havas par ailleurs. Et il se trouve que pendant le premier confinement, j'étais chargé au planning stratégique de faire une veille hebdomadaire. On envoyait à tous les clients de toutes les initiatives de marque prises pendant le confinement. Parce qu'assez rapidement, dès les tout premiers jours,
il y a eu d'abord une espèce d'hésitation des clients qui nous disent est-ce qu'on doit tout arrêter. Au fond, c'est la crise pandémique mondiale. Est-ce qu'on imagine des marques à l'époque de la peste noire continuer à communiquer? On ne sait pas. Au fond, est-ce qu'il ne faut pas tout couper pour éviter de brasser de l'air? Et en fait, elles ont toutes prises le virage exactement inverse, c'est-à-dire surcommuniquer. Alors non pas pour vendre des produits et des services, mais pour être au plus près des gens dans cette période et être utile dans cette période. C'est-à-dire vraiment chacun dans leur domaine. Alors ça passe de la RATP qui met en place des bus spéciaux pour acheminer les personnels soignants plus rapidement à l'hôpital. Ça passe par la grande distribution qui commande en masse des masques au moment où l'État est en difficulté à approvisionner la France. Ça passe par mille et une mesures. Ça passe, évidemment, on a tous les images en tête de LVMH qui transforme ses usines de production de parfums en production de gel hydroalcoolique. Donc, on a basculé un peu dans une espèce d'économie de guerre. Et au fond, c'était une période passionnante à observer, encore une fois, avec cette double casquette, praticien, parce qu'au fond, on nous posait la question toutes les semaines, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que marque? On a de l'argent, on a des équipes mobilisées, mais au fond, on n'a pas trop d'idées. Aidez-nous à trouver la bonne solution pour être le plus utile, le plus en cohérence avec le besoin des gens et en cohérence avec ce qu'on est en tant que marque et ce qu'on sait faire. Donc, d'un point de vue praticien et aussi d'un point de vue, en fait, intellectuel. C'est-à-dire qu'en fait, il s'est passé beaucoup de choses dans la transformation du regard qu'on porte collectivement sur l'entreprise et surtout sur le rapport, encore une fois, que je creuse entre marque, entreprise et politique. Et il se trouve, c'est pour ça que j'en viens à la Fondation Jean Jaurès, qu'en sortie de confinement, lesté de, alors je crois que c'était 11 notes, hein, ça a duré 11 semaines, je crois qu'on a fait ça pendant 11 semaines, lesté de ces 11 semaines d'observation avec des centaines d'exemples, je me suis dit, je vais essayer d'en faire une espèce de synthèse sur la transformation du rôle de l'entreprise pendant le confinement. Et donc, j'ai intitulé cette note « L'entreprise-providence », parce qu'il m'a semblé que dans cette période-là, il y avait la tentation pour un certain nombre d'entreprises françaises et mondiales. Pour le coup, c'était un phénomène assez partagé, en tout cas en Occident, avec l'idée qu'on pouvait s'arroger des prérogatives régaliennes qui étaient autrefois dévolues à l'État. D'où cette notion d'entreprise-providence, là vraiment avec cette idée de redistribution, de protection sociale, de protection symbolique, qui avait été très forte pendant le premier confinement. Et donc, j'ai toqué à la porte de la Fondation, je leur ai proposé cette note qu'ils ont acceptée. Donc, c'est pour ça, on est vraiment avril-mai 2020, au lendemain du premier confinement. Et donc, c'est là où je suis rentré. Donc, d'abord avec cette première note, et puis d'autres ont suivi. D'abord sur un angle très marque, très entreprise, et puis j'ai produit un certain nombre de notes ensuite plus politiques, d'analyse plus électorale, puisque la campagne présidentielle aide à avoir ce type d'analyse. Donc, pardon, j'ai pas répondu à ta question, Louis. Oui. La Fondation Jean Jaurès, oui, tu as raison. Donc c'est un think tank. En deux mots, c'est ce qu'on appelle un think tank. C'est un centre de réflexion qui a été fondé, pour la petite histoire, en 92 par Pierre Mauroy, ancien Premier ministre socialiste, donc qui est d'obédience social-démocrate de tradition. On va dire, historiquement, ses racines puisent là, qui depuis s'est autonomisé, qui a maintenant des financements à la fois privés et publics pour être une fondation indépendante, et qui a pour objectif en fait de produire un certain nombre d'analyses, de réflexions et aussi de propositions sur des thématiques extrêmement vastes. Ça va des relations internationales à l'économie, ça passe par l'analyse électorale, par des analyses très sociologiques, et qui agrège, alors de mémoire, je crois qu'il y a 500, 600 experts associés qui gravitent autour de plusieurs observatoires, si je rentre un peu dans le détail, et qui en fait m'attire beaucoup, m'a à l'époque beaucoup attiré parce qu'il y avait tout un travail en fait de revivification de la pensée social-démocrate sur tout un tas de sujets qui étaient un peu des angles morts à gauche. J'avais été très impressionné par les enquêtes de Jérôme Fourquet, par les notes de Jean-Laurent Casselli, qui sont alors le premier sondeur à l'IFOP et le deuxième qui est un sociologue ex-journaliste indépendant, qui produisent vraiment des analyses sur des objets du quotidien qui échappent traditionnellement à l'analyse qu'on voit un peu d'habitude. Je me rappelle très bien d'une note sur les kebabs ou sur la sociologie des néo-marseillais à Marseille, voilà, comme le nom l'indique. C'est ces gens qui arrivent à Marseille pour la première fois et qui changent profondément les attentes et la configuration du tissu local. Toutes ces notes-là m'intéressaient parce que j'ai trouvé très original, en fait. Et il y avait une espèce de liberté et de créativité dans les objets étudiés qui m'attirait follement. Et donc, j'ai voulu absolument y entrer. Donc, j'ai utilisé cette note-là pour y entrer. Et donc, je suis très heureux d'en faire partie depuis effectivement ce
ce printemps 2020, où c'est une communauté de gens, en fait. C'est ça qui est fort. C'est, au fond, on cherche tous ça. On cherche tous des endroits où il y a des liens, où il y a des échanges, et on s'enrichit mutuellement. Et c'est le cas à cette fondation qui agrège des gens extrêmement différents, avec des profils et des aptitudes très différentes. Et je trouve ça extrêmement enrichissant de pouvoir croiser ces analyses un peu au quotidien. Tu parlais de Jérôme Fourquet et Jean-Laurent Casselli. Ce sont entre autres les auteurs de La France sous nos yeux, donc qui est sorti, il me semble, l'an dernier, et donc qui propose une radioscopie de la France sous toutes ses facettes, avec bien sûr la partie sondage et études d'opinion avec Jérôme Fourquet, et puis la partie un peu plus sociaux et les enseignements qu'on peut en tirer avec Jean-Laurent Casselli. Donc exactement. Un think tank qui progressiste, hein, donc comme tu le disais, plutôt marqué à gauche, mais ça ne veut pas dire dépendant des partis à gauche. C'est plutôt d'inspiration politique. Et donc aujourd'hui, Raphaël, tu es donc toujours expert à la Fondation Jean Jaurès. Tu as quitté Havas il y a maintenant 1 an, et peut-être que tu vas nous expliquer pourquoi. Tu as, je crois, maintenant écrit 2 essais, c'est ça, hein? Tu en as ton Absolument. 2e essai. Quel est l'avenir de Raphaël Alors effectivement, j'ai pris la décision de partir de l'agence à l'été 2021. Voilà, ça fait moins d'1 an quand même. Décision très difficile parce que j'étais très heureux. J'étais très épanoui. Je faisais des choses qui me plaisaient beaucoup, avec des gens que j'aimais beaucoup, que j'aime d'ailleurs toujours beaucoup. Mais en fait, cette question de la thèse en parallèle m'a beaucoup taraudé. Je n'arrivais pas à la réaliser, en fait. Cette histoire du 4/5e est une fausse solution, ça qui fonctionne tant qu'on est dans un modèle où on suit des cours, où on se forme, ce qui a été mon cas, parce qu'en fait, je l'ai pas précisé, mais j'ai fait une thèse non seulement avec Benoît Elbrun, mais avec une linguiste qui s'appelle Marion Carrel à l'EHESS. Donc je suis doctorant officiellement en philosophie du langage à l'EHESS, l'école des hautes études en sciences sociales, mais sans avoir fait aucune étude de linguistique. Donc il a fallu pendant un certain nombre d'années me former. C'était le cas pendant les 3 premières années. Mais au moment où je me suis lancé dans la rédaction, où il a fallu me lancer un peu dans la partie un peu difficile de la thèse, je n'arrivais pas en fait à concilier ce qui est quand même de l'ordre d'un rythme d'agence. C'est-à-dire que c'est très enthousiasmant, mais c'est surtout très prenant. Tu connais ça par cœur, Louis, hein, des obligations de rendu, de clients, de stress, de pression. Alors moi, je fonctionne à l'adrénaline, donc j'ai adoré, c'est pas le sujet, mais qui au fond demande une gymnastique intellectuelle qui est presque diamétralement opposée à celle d'une thèse, où on n'écrit pas entre midi et 2, on ne fait pas ça entre 2 recos, où en fait c'est un truc qui mûrit et qui demande un temps de réflexion très lent, où j'ai l'impression que c'est une espèce de digestion goutte après goutte, où c'est extrêmement laborieux, où il faut du temps, en fait, du temps d'esprit, où il faut aussi des périodes de vacuité, au sens de disponibilité intellectuelle, où on ne fait rien, où on lit les choses un peu en sérendipité, par hasard, et ça crée des ponts, et ça, ce sont des choses que je n'arrivais plus à faire chez Havas. Donc j'ai pris ces décisions un peu lourdes, enfin un peu lourdes, n'exagérons rien, mais qui étaient un peu un saut dans le vide en réalité, hein, parce que je n'avais pas de bourse par ailleurs. Et il se trouve que c'est bon, après, puisqu'on est dans une conversation intime, Louis, je peux développer ce type de réflexion. Il se trouve que ma copine au même moment me dit écoute, on a passé 2 ans dans des petits logements parisiens, confinés, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie de reprendre l'air? Parce que étudiants, en fait, on a beaucoup voyagé, on va voyager ensemble. Et donc, on est parti, on a tout lâché, boulot, appart, vie parisienne. On a tout lâché pour faire un petit séjour en Amérique latine. On est resté 3 mois et demi entre la Colombie et le Mexique pour se ressourcer, pour voir autre chose et prendre un peu. Ça, c'est l'an dernier, c'est automne 2021. C'est entre août et novembre. Voilà. Très bien. Août et novembre 2021. Ou alors, pour la petite histoire, où je suis en fait l'éruption de Zemmour à ce moment-là, mais de très très loin. En fait. Au tout début du voyage, j'avais cette alternative. Est-ce que je joue vraiment le backpackers intégral? C'est-à-dire, je coupe tout. Je ne donne plus de nouvelles, ou je prends le minimum. Le minimum. Je prends une cabine téléphonique pour appeler ma mère toutes les semaines pour la rassurer, qui était quand même paniquée à l'idée que je me fasse kidnapper par des narcos, hein, parce que Colombie, Mexique, c'est quand même pas forcément dans l'imaginaire les pays les plus safe, alors que par ailleurs, c'est le cas. Hein. Je ferme la parenthèse. Non, j'avais le choix entre ça et puis me dire, quand même, je continue à suivre. Il y a quand même une période électorale qui suit derrière. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire, et en fait, j'ai pris cette décision-là. Alors,
light, de façon légère et que ce soit un peu invisible dans mon quotidien pour éviter de déranger ma copine qui, elle, avait voulu faire un voyage beaucoup plus intégral. Et en fait, j'ai suivi Zemmour de là, où très vite, je me dis, ça va provoquer quelque chose de durable, en fait, quoi qu'il advienne. Rappelons-nous quand même. Alors aujourd'hui, ça paraît loin, mais rappelons-nous. Au départ, on disait, il fait tout ça pour rendre son livre. Ça ne durera pas. Il n'aura pas ses signatures. Enfin, il se présentera même pas. Il a beaucoup à perdre, etc. Et très vite, je me dis, en fait, peu importe. Là, il se passe des choses dans le débat public, dans la façon de fabriquer l'opinion. Il se passe des choses à l'échelle de l'extrême droite et à l'échelle du pays qui méritent d'être étudiées de très près. Et donc, j'ai commencé en fait à amasser des lectures avec ma petite liseuse que j'avais apportée, à lire beaucoup d'ouvrages sur l'extrême droite où je n'avais jamais lu Barès, je n'avais jamais lu Jacques Bainville, tous ces auteurs, on se réclame Éric Zemmour. Donc, je me suis dit, je vais me plonger dans cette culture d'extrême droite qui n'est pas du tout la mienne. J'observais l'extrême droite d'un point de vue de citoyen, en lisant vaguement les articles du Monde. Et là, je me suis un peu replongé dans cette histoire-là et je me suis dit, il y a peut-être l'opportunité d'en faire quelque chose, de proposer une réflexion, c'est vraiment ce qu'on appelle un livre d'intervention, c'est-à-dire un livre court, plutôt engagé, qui donne des grilles d'analyse dans la perspective de la présidentielle. Et donc, c'est exactement ce que j'ai proposé à mon éditeur, qui a tout de suite accepté, avec beaucoup de courage et beaucoup de confiance de leur part, parce que le brief de départ était quand même très maigre. Je dis, vous travaillez sur l'extrême droite. Alors je savais même pas si c'était sur Zemmour, si c'était sur Le Pen, si au final j'ai fait les deux parce que je pense que c'est dans la confrontation des deux qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans l'analyse. Et donc ça a donné ce petit livre qui est sorti, c'est sorti il y a un mois maintenant. C'est sorti mi-février, depuis un mois. Les nouveaux masques de l'extrême droite, donc toujours aux éditions de l'Aube. Qui proposait une réflexion sur la façon dont l'extrême droite, au fond, mène des stratégies de fabrique d'opinion et des stratégies d'influence pour être omniprésentes dans le débat public. Si je devais le résumer d'un mot, c'est ça. C'est essayer de proposer une réflexion qui n'est pas de l'ordre de réflexion de politologue ou de sondeur, une réflexion de communicant ou alors, je reprends ma casquette, de stratégie de marque au sens vraiment de stratégie de signe. Qu'est-ce qui est mis, dans quelle intention, comment est-ce qu'on analyse les affiches électorales, les scénographies proposées, les mots qui sont émis, et qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'analyse un peu politique, Voilà. Quand on suit quand même ton parcours, qui est déjà très riche, il y a quand même beaucoup de cohérence, puisque avant de parler donc des nouveaux visages des extrêmes, revenons sur la marque Macron, donc ce premier essai qui est paru l'an dernier. Je crois que c'était la marque Macron, les désillusions au pluriel du neutre. Absolument. Et donc, finalement, la lecture en marque de la politique, c'est quelque chose qui est assez nouveau en France. On le voit plutôt dans les cultures anglo-saxonnes. Qu'est-ce qui a fait que tu as décidé de transposer la grille de lecture de la marque aux politiques ? Alors, le pourquoi presque biographique est peut-être moins intéressant, mais en fait, c'est comme dirait l'autre, quand on a un marteau, on voit des clous partout. Non, mais voilà, j'étais en fait en train de bosser sur la stratégie de marque en M2, comme j'ai précisé tout à l'heure. Et il y avait cette campagne Macron. Et au fond, je me dis, c'est étonnant. C'est-à-dire qu'il ne mène pas simplement une stratégie de com. Il me semble que c'est beaucoup plus largement une stratégie de marque. Et en fait, j'avais quand même des petites intuitions où je regardais son entourage et je voyais Ismaël Emelien, je voyais Adrien Taquet, je voyais Benjamin Griveaux, je voyais tous ces gens qui, au fond, ont une culture de la marque, qui ont bossé en tant que communicants, qui ont bossé dans des agences, qui ont bossé dans des grosses boîtes, dans des fonctions de responsable de com. Et je me suis dit, c'est pas tout à fait par hasard. C'est-à-dire peut-être que, comme beaucoup de dirigeants avant lui, Macron a compris que pour incarner un renouveau politique, il devait incarner un renouveau symbolique. Et donc, il devait prendre d'autres façons de faire et que la marque correspondait à ça. Et je reviens à ta question initiale sur l'approche américaine, où au fond, je pense que précisément, et ça a été un peu mon point de départ aussi, enfin un autre point de départ, c'est que je crois qu'on est en France très influencé par une conception américaine de la chose qui, en fait, recolle à ce qu'on appelle là-bas, américaine, anglo-saxonne pour englober, c'est du political branding. Où au fond, ça consiste à appliquer au champ politique des techniques de vente commerciale qu'on aborde dans des marques, mais au sens, encore une fois, commercial. Il y a deux exemples vraiment pour moi qui ont été fondateurs dans ma compréhension de ces phénomènes-là. C'est d'abord la campagne Nixon
dans les années 60, qui a donné lieu à un excellent livre de Joe McGuinness qui s'appelle The Selling of the President, qui est un livre qui a été réédité 35 fois dans l'histoire et qui n'a jamais été traduit en français, qui est la vente du président, au fond. C'est un jeune journaliste qui suit la campagne Nixon et qui découvre avec stupeur que ces stratèges de campagne sont en fait des stratèges d'agents marketing. Marketing, je prononce ce mot parce que il est important, parce qu'au fond, c'est une démarche qui est marketing, qui consiste à dire, en fait, on va coller aux attentes du consommateur citoyen, ses peurs, ses tensions, ses espoirs, ses angoisses. On va coller à tout ça pour pouvoir proposer une offre politique conséquente et liée. Parce que c'est ça le politique, hein, c'est une philosophie, c'est ça le marketing. C'est une philosophie des affaires qui consiste à partir du consommateur. Tandis que la marque, me semble-t-il, je le glisse ici, a un point de départ différent, c'est qu'elle ne part pas du consommateur, elle part d'un projet. Elle part d'un système de valeurs, elle part d'une vision du monde. Donc, c'est tout à fait différent. On a une logique de demande d'un côté, une logique d'offre de l'autre. Et deuxième exemple que je voulais mentionner, toujours anglo-saxon, qui n'est pas aux États-Unis, mais plutôt en Grande-Bretagne, qui est la campagne Tony Blair, en 97. En fait, je lisais les mémoires de son directeur de campagne et qui expliquait que c'est une agence de publicité qui avait beaucoup agi à l'époque et qui disait, au fond, Tony Blair, il est à la tête d'un vieux parti, hein, qui est le Labour Party, hein, qui est issu d'une création originale des syndicats travaillistes britanniques à la fin du 19e, et qui, au fond, dit, vous incarnez la modernité, vous êtes jeune, vous voulez votre stratégie politique et la third way, hein, la troisième voie, hein, qui avait été théorisée à l'époque par un grand sociologue qui est Anthony Giddens, qui disait c'était ni le socialisme ni le capitalisme, une espèce de troisième voie intermédiaire, donc plutôt social-démocrate, mais social-libéral, disons, voilà. Ou qu'on appellerait le centrisme chez nous. Bon, je rentre pas dans les considérations politiques. Bon, en gros, les centristes disent que c'était pas ça, mais au fond, eux s'y réclament. Bon, c'est très, très compliqué, cette histoire, hein. Au fond, Bayrou a mis du temps à l'accepter. Il était très critique envers Tony Blair, qui en fait était pour lui un ultralibéral qui incarnait une forme de libéralisme à tout crin qui n'était pas le sien. Jospin lui-même a mis beaucoup de temps. Il se trouve que à l'époque, Tony Blair avait une stratégie d'influence qui était intéressante, qui consistait à réunir tous les premiers ministres de gauche des pays européens en disant, au fait, on partage tous une même acception de l'économie de marché, mais de gauche. Et ce qui avait donné lieu, en fait, à l'époque, à Lionel Jospin, qui refusait cette détermination en disant, je refuse la société de marché. Bon, bref, je passe sur ces questions d'historiographie, de politologie, mais c'est intéressant quand même, hein. Mais bon, je reviens à cette histoire de marque. Cette agence de communication leur a dit, écoutez, nous, notre principal client Coca-Cola, il suffit d'appliquer à ce Old Labour Party les techniques, y compris de branding visuel, des techniques de Coca-Cola pour pouvoir créer ce qu'ils ont appelé le New Labour, cette espèce de nouveau parti qui incarne la modernité, le consumérisme politique, etc. Bon. Donc tout ça, c'est vraiment une école très américaine du political branding qui consiste encore une fois à appliquer des concepts marketing aux politiques. Où on a vraiment une espèce de colonne, hein, on prend terme à terme tous les concepts marketing et on les translate plutôt dans le champ politique. Où c'est-à-dire que le consommateur devient le citoyen, le vote en fait, ça correspond à une part à un achat, les parts de marché deviennent des parts de voix, etc., etc., etc. Bon. Et il se trouve qu'il existe une école française de la marque, dont fait partie ce Benoît Heilbrun dont je parle tout à l'heure, mais qui en fait replonge à des racines plus anciennes, hein, dans les années 60. On peut remonter à Roland Barthes, on peut remonter à des penseurs qui sont assez peu connus du grand public, mais qui sont très importants dans la discipline. Je pense à Jean-Marie Floch, qui écrit des ouvrages remarquables d'application concrète, parce que lui, il était plutôt un consultant freelance, mais sémiologue de formation, d'application concrète de concepts linguistiques d'études de la langue et des signes au champ marketing et au champ de la communication. Donc, des penseurs qui ont plutôt conçu la marque comme un projet, comme une vision, comme un système de valeurs qui se défend et qui doit déployer tout un tas d'artefacts et de signes pour pouvoir convaincre. Et c'est cette école-là, en fait, que j'ai voulu mobiliser parce que, au fond, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pour ça qu'il me semble beaucoup plus pertinent d'appliquer aux politiques. On ne parle pas part de marché, on ne parle pas concurrence, on ne parle pas de lutte électorale. On parle de symbolique, on parle d'imaginaire, on parle de narration. Et c'est au fond tout ça qui m'a intéressé et que j'ai voulu appliquer à Emmanuel Macron avec ce modèle de la marque, je le précise maintenant,
qui est original et qui en tout cas qui est très très exigeant dans sa définition, qui consiste à dire qu'une marque n'est une marque que si et seulement si, donc c'est une conception très restrictive de la marque, il y a une articulation cohérente, une espèce de fil rouge cohérent entre trois niveaux. Au fond, une marque, c'est ça, c'est une machine qui articule trois niveaux. D'abord, ce que je raconte depuis tout à l'heure, un projet, une vision du monde, un système de valeurs, donc c'est le premier niveau. Tout ça est mis en récit dans un deuxième niveau qui est le niveau narratif. En fait, on va raconter une histoire autour de ce projet qui est vraiment très immatériel. On parle de valeurs. Alors, c'est une marque qui se construit sur un triptyque qui peut être virilité, modernité et transgression, par exemple, pour prendre un système de marque comme Diesel ou comme Marlboro. Ensuite, mais tout ça, c'est très immatériel. On n'a jamais vu la liberté se balader dans la rue. Donc, il faut la raconter. Il faut l'inscrire dans une histoire, dans des personnages. Et ensuite, le dernier niveau, c'est le niveau dit esthétique. Ça correspond, en fait, à tous les éléments qu'on voit, nous, consommateurs. C'est vraiment les couleurs, l'affiche, la typographie, le produit, quand il s'agit d'une marque commerciale, le discours, les mots qui sont proposés, etc., etc., etc. Donc, ces trois niveaux axiologiques, qu'on appelle axiologie en philosophie des valeurs, c'est vraiment un choix de valeur plutôt qu'une autre, niveau narratif et niveau esthétique. Et c'est une définition que je disais qui est très restrictive parce que, en fait, ça explique la raison pour laquelle certaines entreprises qui ont des logos ne sont pas forcément des marques. Parce que disposer d'un logo, c'est effectivement être à ce niveau esthétique. On a un ensemble de couleurs, de signes, de slogans, etc. Mais la question, c'est, est-ce que quand on creuse au niveau inférieur, est-ce que c'est l'émanation cohérente, la résultante cohérente d'un récit, d'un système de valeurs sous-jacent? Pas toujours, et même rarement en réalité. Et on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont pas des marques. Et c'est là la distinction, c'est-à-dire que l'entreprise, c'est un collectif de gens qui œuvrent à la production d'une offre de produits et de services. Et la marque, c'est l'émanation symbolique qui répond, selon cette école-là, selon cette théorie, mais que je trouve très juste, qui répond à un certain nombre de critères pour pouvoir prétendre être une marque. Donc voilà, en fait, c'est ça que j'ai voulu appliquer à Emmanuel Macron. Alors d'abord en 2017, c'était l'objet de mon mémoire de fin d'études, et ensuite beaucoup plus largement dans sa pratique du pouvoir et dans son évolution sur les 4 premières années, parce que je l'ai publié en fait 1 an jour pour jour avant le premier tour. Je l'ai publié en avril 2021. Merci Raphaël. Et donc si Macron est la marque du neutre, encore faut-il définir ce qu'on entend par neutre. Est-ce que ça veut dire sans saveur, ou est-ce que ça veut dire justement qui réunit toutes les saveurs? Alors effectivement, je reviens au neutre, parce qu'en fait la question c'est quel est le système de valeurs sur lequel s'est construit le macronisme en 2017, qui est une réponse très compliquée en fait, parce que quand on pense spontanément des premières valeurs, la transgression, la modernité, au fond on a plein d'exemples un peu contraires, ce qui nous disent en fait au fond, d'accord, il est tout ça, et on peut l'étayer, on peut le donner des exemples, mais il est aussi autre chose. Ou au fait, on se rappelle que Macron dès 2016 même dès 2015, ministre de l'économie, il fait un grand discours pour prôner Jeanne d'Arc, qui ne correspond quand même pas tout à fait à la Startup Nation, aux côtés de Philippe de Villiers à l'époque, qui est aujourd'hui aux côtés d'Éric Zemmour. C'est qu'on voit un peu les parcours des uns et des autres. C'est quelqu'un qui, par ailleurs, dès le départ et dès ses très longs entretiens au journal Le 1 à l'été 2015, théorise une philosophie du pouvoir qui, en fait, déclare tout de go, et c'est quand même hallucinant de relire ça aujourd'hui, il dit « Je crois qu'il y a dans la politique française un absent qui est la figure du roi ». Il théorise l'idée selon laquelle le peuple français n'a jamais voulu la mort du roi et aujourd'hui s'en mord les doigts. C'est ça son analyse à lui. Et au fond, qu'elle a voulu réinvestir cette figure du roi dans des hommes forts. Il dit ce sont les moments napoléoniens et les moments gaullistes, et que par ailleurs, en dehors de ces moments-là, la société française est en crise. Bon, c'est une conception quand même très particulière de l'histoire qui consiste à dire, contrairement au récit dit de gauche, où au fond, la gauche commence son histoire politique à la Révolution française. Et au fond, Macron dit, moi je remonte bien avant la République. Et la France, c'est aussi la monarchie. Et donc, il va se recueillir sur la tombe des rois de France, à Reims, à Basilique Saint-Denis, etc. Bon, tout ça pour dire que ce personnage est complexe. Certains diront il y a du en même temps, mais en fait, en même temps, c'est une facilité de langage. En fait, tout ça, c'est une conséquence langagière. Il faut essayer de remonter
si je le place à mon niveau, là, en même temps, c'est une stratégie de signe au niveau esthétique, c'est du langage, mais à quoi ça correspond beaucoup plus profondément dans les niveaux. Et effectivement, donc, alors, c'est là où j'ai eu une controverse avec mon directeur de thèse. Mon directeur de thèse me disant, puisqu'il n'y a pas de vision du monde clairement affichée, il n'y a pas de système de valeurs stable, il n'y a pas de marque. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est autre chose. C'est du marketing, c'est une stratégie de com avancée, c'est de la fumisterie, lui étant plutôt très à gauche. Bon, il y a un certain nombre d'ouvrages. C'est de l'agilité, pour reprendre la novlangue. Oui, où on peut effectivement le basculer à l'inverse. C'est une forme d'agilité, de capacité d'adaptation, mais c'est pas une marque. Voilà, c'est là son propos. Et alors, je suis tombé sur une valeur qui précisément permet d'articuler des contraires sans paraître contradictoires. Et cette valeur, c'est le neutre. Alors, le neutre en latin, c'est neuter, c'est ni l'un ni l'autre. Et le neutre, ça consiste à en fait, c'est toujours ce troisième terme, parce que ni l'un ni l'autre, c'est autre chose. Voilà, on n'est ni dans un camp ni dans l'autre, c'est une espèce de troisième voie. Mais c'est là où ça devient intéressant, c'est qu'il se trouve que Roland Barthes, qui est un auteur qui vraiment était très important pour moi, il a consacré 2 ans de cours au Collège de France sur cette figure du neutre. C'est en fait une figure qu'il a, alors je vais dire obsédé, sur lequel il a travaillé toute sa vie durant, qui transcende toute son œuvre. Et il en est arrivé à une définition très simple. Il dit en fait, ce neutre, c'est toujours un troisième terme, mais qui est dans l'esquive. C'est-à-dire que ce neutre, il ne cherche pas à dépasser dans le conflit, parce qu'au fond, un troisième terme, ça peut être à la fois la synthèse, mais ça peut être aussi un troisième terme tout à fait totalitaire qui écrase les 2 autres. Non, c'est un troisième terme qui a cette caractéristique qui est dans la suspension du conflit, qui esquive la dimension conflictuelle. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup intéressé parce qu'il m'a semblé qu'en 2017, Emmanuel Macron était dans cette forme d'esquive. Dans cette esquive conflictuelle du conflit qui, justement, traverse et fracture la société française depuis au moins la Révolution, j'y reviens, ce conflit droite-gauche qu'il a cherché à dépasser. Et en fait, il l'a fait à travers tout un tas de figures. Alors, par exemple, la bienveillance est un très bon exemple. Il se trouve que c'est l'une des figures étudiées par Roland Barthes, qui est une figure emblématique du neutre, parce que le neutre, la bienveillance, c'est toujours une façon de se déporter de la dimension conflictuelle pour essayer de le dépasser. Il dit, on ne gifle jamais quelqu'un qui vous tend la main. La bienveillance a toujours aussi pour fonction de désamorcer la portée agonistique ou conflictuelle de l'interlocuteur qu'il peut avoir en face. Ça passe par la bienveillance. Ça passe par la gestion des couleurs, m'intéressait beaucoup. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait une surutilisation de la couleur bleue. Et il se trouve, c'est pas moi qui l'ai inventé, il se trouve que Michel Pastoureau, qui est l'historien bien connu des couleurs, a montré que la couleur bleue était précisément la couleur du neutre. C'était la couleur préférée des Français, que c'était pas tout à fait par hasard. C'est une couleur qui n'agresse pas, mais qui sécurise et rassemble, pour reprendre ces mots. Donc, il y avait tout un tas d'éléments comme ça. La typographie était intéressante. C'est une Gilles Sens. La Gilles Sens, quand on se replonge dans l'histoire de cette typographie, c'est une typographie où le brief initial, dans les années 20, c'est un certain Éric Gilles qui l'a créé. C'était pour les compagnies de chemin de fer britanniques. C'est une typographie qui devait être à la fois masculine et féminine, qui devait être vintage et moderne, qui devait être à la fois en gros, en gras, en grand, pour afficher les noms de gares dans les différentes villes traversées, mais aussi en plutôt beaucoup plus délicat, beaucoup plus manuscrit, beaucoup plus ramassé, beaucoup plus chic dans le wagon restaurant pour afficher le menu des plats. Donc, vous voyez, c'est une typographie, alors que certains qualifieront de fourre-tout, mais qui est une typographie du neutre, parce que précisément, elle esquive le conflit entre 2 termes, je disais vintage, moderne, ancien, moderne, futur présent, futur passé, etc., etc. Ça esquive ces dimensions-là et ça dépasse cette opposition binaire. C'est ça le neutre. C'est une capacité à dépasser l'opposition binaire pour pouvoir, dans l'esquive, pour pouvoir proposer autre chose. Donc effectivement, il y avait quelque chose d'extrêmement, je crois, enthousiasmant dans cette figure du neutre en 2017, parce qu'au fond, sa promesse fondamentale de 2017, ça consistait à dire on va pouvoir réformer la société française, mais dans quelque chose de très pacifique. C'est-à-dire qu'en transcendant les luttes fratricides qui empêchent la France d'avancer. C'était ça, ces lectures de 2017, qui est très puissante. La France est bloquée, on va la débloquer par cette figure du neutre que je vais appliquer à l'ensemble des champs programmatiques pour faire en sorte de débloquer, de déverrouiller et de lancer toutes les énergies françaises qui étaient autrefois bloquées. Et 5 ans plus tard, cette marque, elle a évolué. Et puis peut-être aussi, on peut maintenant introduire les extrêmes. Quand on voit donc que finalement,
ça a été un quinquennat de crise, hein, les gilets jaunes, la pandémie, on est encore dessus maintenant avec la guerre en Ukraine, et on voit que ce soit Zemmour ou que ce soit Marine Le Pen à droite ou même un Jean-Luc Mélenchon à gauche propose des visions de la société et de l'avenir, parce que c'est aussi ça la politique, hein, c'est de projeter radicalement différentes de ce qu'Emmanuel Macron propose. Et cette fois-ci, en fait, on sait quelle est la consistance de cette marque, puisque ça fait 5 ans qu'on l'éprouve. Effectivement, il se trouve que, pour la petite anecdote, j'ai eu l'immense honneur de faire la matinale de France Inter avec Léa Salamé sur le livre sur Macron. Et il se trouve qu'en toute dernière question, Léa Salamé me pose « Et alors, la marque Le Pen dans tout ça ?» Et alors, j'étais complètement déstabilisé, évidemment. Et en fait, avec beaucoup de franchise, je lui ai dit « Écoutez, franchement, moi, j'ai passé 3 ans sur Macron, c'est beaucoup de travail. Je vais être incapable de vous bredouiller une réponse cohérente, là, en 1 minute. Même pas 1 minute, d'ailleurs, c'était vraiment 10 secondes. Mais promis, j'y travaillerai. » Et au fond, je me suis dit, une fois qu'on s'est intéressé au président, intéressons-nous peut-être à ce qui constitue la force politique d'opposition principale, qui est quand même l'extrême droite. Et donc, je me suis dit, il faudrait quand même creuser cette dimension de est-ce qu'il existe ou pas une marque Le Pen? C'est quand même une question qui est intéressante. Et alors, mon premier élément de réponse a été de dire non. C'est-à-dire que il a existé une marque Le Pen père, où effectivement, je reprends ma définition, il y a une corrélation, une intrication cohérente entre une idéologie d'extrême droite et puis les signes qu'il émettait. Voilà. Au fond, quand il parle du détail de l'histoire, quand il parle des Français de souche ou du racisme anti-blanc, ce ne sont pas des dérapages, ce sont des stratégies de langage qui en fait correspondent à une idéologie bien profonde. Donc il y a un lien entre sémiologie et idéologie. Or, il me semble que précisément tout ce qu'on a regroupé autour de cette appellation de dédiabolisation, dans le cas de Marine Le Pen, qui est devenue, qui est à la tête du Front National puis du Rassemblement National depuis 2011, ça a précisément consisté à s'écarter de cette marque familiale et à dire je vais décorréler le système de signes et de mon idéologie. C'est-à-dire que je garde. Elle aurait pu faire le choix de faire un travail de fond sur le système idéologique. Elle n'a pas du tout fait ce choix-là. Elle a voulu, au contraire, continuer, malgré tout ce qu'elle raconte, à être une candidate d'extrême droite. Mais au fond, elle a fait un gros travail de réécriture des codes frontistes, mais qui a consisté en fait à décorréler ce qu'elle donne à voir et ce qu'elle pense profondément et ce qu'elle propose dans ses mesures politiques. Donc moi, ce que j'analyse comme l'interprétation que je fais de cette stratégie de dédiabolisation, c'est qu'au fond, elle a fait péter la marque, quoi. C'est-à-dire qu'elle est sortie de cette logique de la marque. Et donc j'ai essayé de mobiliser un autre système de signes pour rendre compte de cette stratégie-là. Et il se trouve que il y a un système de signes, alors qui est bien connu en sciences politiques, qui est le masque, qui est très utilisé depuis au moins Machiavel. Machiavel, j'ai relu Le Prince à cette occasion-là. Machiavel, à maintes reprises, conseille aux dirigeants de porter un masque, qui consiste en fait à dissimuler ses passions pour pouvoir mieux exercer le pouvoir. Bon, mais au fond, je me suis rendu compte que et je me suis plongé en fait dans des textes. Moi, j'aime bien faire ça, c'est parce que je sors des lectures de sciences politiques pour essayer de lire autre chose. Et je suis tombé sur des textes d'études théâtrales, des textes d'anthropologie qui étudiaient en profondeur le masque. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y a en fait 2 facettes dans le masque. Il y a évidemment cette dimension de dissimulation, qui est celle de Machiavel, et qui au fond a longtemps été l'analyse ou l'angle porté des différentes personnes qui s'intéressaient à Marine Le Pen. Quand on regarde les 2 titres des biographies consacrées à Marine Le Pen à date, c'est la face cachée de Marine Le Pen et la vraie Marine Le Pen. Ce sont 2 titres qui consistent à dire, au fond, il faut démasquer Marine Le Pen. C'est-à-dire qu'au-delà de ces signes, quand on gratte et quand on enlève le masque, au fond, on a des choses qu'elle ne veut pas donner à voir, mais qui sont réelles. Bon, elle est beaucoup plus proche de son père qu'elle le dit, bon, etc., etc. Mais au fond, il y a une deuxième facette du masque qui est peut-être plus importante et plus intéressante, qui est le masque non pas comme dissimulation, mais le masque comme ostentation. C'est pour ça que je parle du théâtre et je parle d'anthropologie. C'est-à-dire que dans des cérémonies, j'ai arpenté le Quai Branly pour essayer de me documenter sur la question, mais dans des cérémonies en Océanie, ou pour reprendre, alors cette fois-ci plutôt en Europe, des bals masqués, que ce soit à Venise, à Vienne, à Versailles. L'objectif, c'est pas de dissimuler la figure de la personne qui porte un masque. Au contraire, c'est d'arborer une construction esthétique et une construction plastique qui a pour vocation
à se donner à voir et à se donner à lire. Donc, c'est ce masque comme façade symbolique qui doit être interprété en tant que tel que j'ai voulu mobiliser. Et donc, c'est ça que j'ai voulu, c'est cet outil que j'ai voulu mobiliser pour essayer de déconstruire les stratégies de signes. Alors, d'abord de Marine Le Pen, et puis, comme je vous racontais au départ, d'Éric Zemmour, je me suis rendu compte pendant ce voyage que traiter l'extrême droite sans traiter Éric Zemmour, ce serait faire l'impasse sur un sujet, ce serait une faute, enfin, ce serait même pas envisageable en réalité. Et donc, j'ai abouti en fait à l'idée, alors, toujours avec cette idée de révéler ou donner à voir la part de construit dans ces signes-là. Avec ces deux masques, Le Pen et le masque Zemmour, qui au fond sont deux masques radicalement opposés l'un à l'autre. D'un côté, on a un masque neutre, et c'est là où ça m'intéresse, c'est qu'au fond, je crois que Marine Le Pen reprend les codes du neutre d'Emmanuel Macron en 2017 pour se les arroger. C'est quelque chose qui, je crois, a été très peu souligné. C'est que bien sûr, elle s'est construite en opposante politique numéro 1, mais au fond, ces signes sont venus converger vers ceux de Macron. En fait, elle est venue prendre un positionnement esthétique qui a largué les amarres avec les signes traditionnels de l'extrême droite pour venir plutôt embrasser ceux de Macron. C'est quelque chose d'assez contre-intuitif, où elle se revendique par exemple de la valeur liberté. On a de cesse de dire je suis la candidate de la liberté, qui n'est pas forcément une valeur traditionnelle à l'extrême droite, qui est plutôt celle de Macron en 2017. Où elle vient revendiquer, revenir sur les traces de Macron lors de son sacre en mai 2017 au Louvre. Elle fait une vidéo où elle tourne, elle revient sur le Louvre, donc elle utilise le même symbole. Il y a tout un tas d'éléments comme ça dans sa gestion des affiches, dans sa gestion des couleurs, dans ses mots, qui me font dire qu'au fond, pourquoi elle utilise cette notion du neutre, et c'est là où c'est intéressant, c'est que son masque neutre lui sert en fait à arborer ce qu'on a souvent qualifié de stratégie de deuxième tour, donc en fait consiste à esquiver le conflit. C'est pour ça que le neutre est intéressant. C'est-à-dire que là, elle n'esquive pas le conflit droite-gauche, elle esquive le conflit du front républicain. C'est-à-dire que traditionnellement, lorsqu'elle arrive au deuxième tour, il y a un front massif qui supporte contre elle et qui fait que les gens qui même dans l'éventualité même où ils seraient opposés aux idées d'Emmanuel Macron, en fait, voteraient contre Marine Le Pen dans une optique de containment, vraiment de front républicain pour lutter contre l'extrême droite. Et au fond, ce masque neutre a une stratégie politique bien ciblée qui consiste en fait à désamorcer l'animosité contre elle, à faire en sorte de démobiliser les électeurs dans un éventuel deuxième tour. C'est ça sa stratégie politique qu'elle mène depuis le début. Et à ce titre, Éric Zemmour, lui, est d'une formidable aide, parce que Éric Zemmour l'aide, par effet de contraste, à paraître beaucoup plus modéré. On tape beaucoup sur Zemmour et donc on oublie de taper sur Le Pen, où au fond, on a complètement évidé l'argumentaire anti-Le Pen, où il lui suffit, encore une fois, par effet de contraste, de dire moi je fais la distinction entre islam et islamisme, pour qu'immédiatement, elle apparaisse comme une sorte de François Bayrou de l'extrême droite, d'une espèce de modéré, de femme d'État, de candidate républicaine. Donc c'est assez redoutable en réalité. Toutes les études d'opinion montrent, les unes après les autres, que tous ces traits d'image s'améliorent, qu'elle est beaucoup plus sympathique, qu'elle est beaucoup plus considérée comme inoffensive, où au fond, c'est la troisième personnalité préférée des Français, d'après le dernier sondage Elab, ce qui est quand même quelque chose de remarquable pour une candidate d'extrême droite, qui d'habitude est profondément rejetée dans la population. Bon, donc on le voit, stratégie du masque neutre chez Marine Le Pen. À l'inverse, on a une stratégie qui est tout à fait différente chez Éric Zemmour, qui est plutôt un masque de la radicalité, qui est ce qu'on appelle au théâtre un masque expressif. Le masque expressif au théâtre, c'est un masque où les traits sont démesurément convulsés. On retrouve ça beaucoup dans le théâtre grec, plutôt dans le théâtre tragique, et on retrouve ça beaucoup aussi dans le théâtre japonais, le théâtre No, où en fait les personnages arborent un masque avec une seule émotion, et pendant toute la pièce, c'est la colère, c'est l'indignation, c'est la tristesse, mais ils jouent avec cette expression sur le visage. Et au fond, l'expression dominante d'Éric Zemmour pendant toute cette campagne, c'est la radicalité. Et en fait, là où certains ont pensé que ce serait son plafond de verre, en fait, ça a été pendant longtemps son carburant. Et ce masque au contraire expressif, chez Éric Zemmour a une vocation très précise, une fonction très précise, c'est une fonction signalétique. C'est qu'au fond, on comprend immédiatement le personnage. Et ça, c'est important parce qu'on le sait, il y a un champ politique qui est structurellement indifférencié, qui est structurellement désinvesti, où la campagne n'intéresse pas. Et donc, quand on a quelqu'un qui est immédiatement lisible au premier coup d'œil, ça aide à passer le mur du son. Et donc là où Marine Le Pen, son masque neutre, est une stratégie de la force centripète, c'est-à-dire qu'au fond, on part de la marge pour arriver vers le centre, en se moulant dans l'univers symbolique du neutre et des électeurs plutôt modérés. Au fond, Éric Zemmour fait l'exact inverse. C'est une force centrifuge, qui
part de l'idée, qui fait le pari, qui va être capable de radicaliser, c'est-à-dire de transplanter vers la marge le centre de la société. Donc, Éric Zemmour, ce masque expressif, il sert de radicalisateur. Au fond, son idée, c'est de dire qu'il peut faire basculer une partie des gens qui ne se déclarent ni modérés ni radicaux et qui seraient à même, qui n'avaient jamais été intéressés par le vote Le Pen, mais qui, par son système argumentatif et par son système de signes, les porteraient à être beaucoup plus radicaux. À supposer du fait qu'il y ait un électorat acquis à l'extrême droite, on parle de quoi? On parle de 30%, grosso modo, des électeurs qui feraient partie de cette réserve, si je puis dire. Alors, le bloc d'extrême droite, Zemmour plus Le Pen, c'est 30%. Alors, l'évolution a été très importante, puisqu'en fait, avant même que Zemmour arrive, Le Pen était déjà donné à 22, 23, 24, 25%. Donc, on peut voir ces premières conséquences. C'est-à-dire que l'arrivée d'Éric Zemmour permet de faire grossir le bloc d'extrême droite. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'important à avoir en tête. C'est qu'il est venu cibler des gens qui, pour des raisons presque sociologiques et aussi esthétiques, ne considéraient pas le vote Le Pen sérieusement. C'est-à-dire qu'au fond, c'est une plouque, c'est une beauf, c'est une tuche. Et donc, cette bourgeoisie patriote de droite traditionnelle n'envisageait jamais de voter Le Pen, alors qu'ils envisagent beaucoup plus sérieusement de voter Zemmour. Bon. Donc, c'est quoi? C'est la droite conservatrice, c'est ça? Les études sont assez claires là-dessus. C'est la droite, effectivement, Manif pour tous, qui a voté Fillon en 2017. Donc, c'est ce qu'il appelle, lui, bourgeoisie patriote. C'est vraiment qui est doté d'un capital culturel assez fort, qui sont plutôt des CSP+, éduqués, qui sont très sensibles à son discours sur l'histoire, sur la littérature, mais son érudition aussi, Son érudition, voilà, absolument, mais qui ne correspond pas du tout à l'électorat traditionnel de Le Pen, qui est beaucoup plus social, qui est beaucoup plus ouvrier, qui est beaucoup plus populaire. Voilà. Donc, on a un peu un électorat à front renversé. Mais là où c'est intéressant, c'est que les reports de voix de l'électorat Zemmour vers Le Pen sont très importants. Ils sont de l'ordre de 80%. C'est-à-dire que ces gens-là, qui auparavant, encore une fois, n'auraient pas voté Le Pen en première intention, ni même peut-être en seconde, cette fois-ci, grâce, entre guillemets, à Éric Zemmour, Éric Zemmour sert de sas, en fait, ou dans un deuxième tour, il voterait massivement pour Marine Le Pen. Donc, en fait, Éric Zemmour, in fine, on le voit, sert aussi d'une espèce d'abatteur de voix qui manquait à Marine Le Pen pour franchir éventuellement cette marge de second tour contre laquelle elle avait un plafond très important. Je le rappelle, 2017, elle est à 33%. Là, dans les différents instituts, elle est entre 44 et 47%. Donc, elle a déjà pris une dizaine de points, ce qui est très important. Moi, je suis en fait très inquiet parce que je vois une Marine Le Pen qui fait une campagne excellente. On le souligne assez peu, mais elle est très à l'aise, elle est très libre, elle joue sa carte de femme, elle désamorce toutes les critiques contre elle paraît sympathique. Et au fond, on s'est tellement évertué à diaboliser Zemmour que j'ai très peur parce que je la sens capable d'aller chercher des électorats qui n'auraient plus peur d'elle. Et au fond, je crois qu'on aurait tort de penser que Macron gagnerait très largement encore cette présidentielle. Donc, le point d'alerte, c'est quand même cette extrême droite-là, au fond, est peut-être plus dangereuse que jamais. C'est-à-dire que musclée idéologiquement par Zemmour, musclée électoralement par cette bourgeoisie patriote qui lui faisait défaut, je crois qu'elle n'a jamais été aussi proche du pouvoir aujourd'hui que depuis très longtemps. Merci Raphaël, et pour conclure, donc effectivement ton essai et ton étude portaient sur les nouveaux visages de l'extrême droite. Est-ce qu'on peut appliquer certains de ces avatars à Jean-Luc Mélenchon à gauche? Est-ce qu'on peut imaginer qu'il y ait une convergence, pas des luttes, mais des extrêmes entre l'électorat de Jean-Luc Mélenchon et celui de l'extrême droite? Alors ça a été en fait la stratégie des deux précédentes campagnes, où au fond Marine Le Pen faisait ce pari-là. Et au fond, Mélenchon aussi, ils étaient les deux, les regards fixés vers l'Italie. Au fond, il s'est passé des choses très étranges, de collusion des extrêmes gauche, des extrêmes droite, avec ce mouvement 5 étoiles qui a gouverné avec son bord opposé. Je crois qu'ils ont compris les deux que ce moment populiste, parce que c'est ça, en fait, c'est une stratégie dite populiste, c'est-à-dire qu'au fond, on réinstaure un nouveau clivage qui peuple l'élite plutôt que le clivage droite-gauche. Et donc ce clivage peuple-élite, ça autoriserait des recompositions électorales qui n'auraient pas eu lieu par ailleurs. Je crois que les deux font le pari que ce moment populiste est un peu passé. Je vois mal aujourd'hui, d'ailleurs, et toutes les études le montrent, c'est-à-dire que l'électorat Mélenchon qui voterait Le Pen au deuxième tour est assez faible en réalité. Il est
aux alentours d'une quinzaine de pourcents. Alors c'est toujours beaucoup, hein, mais on est loin de la collusion des extrêmes. Merci beaucoup Raphaël. Avant de se quitter, quelques mots sur ton actualité dans les prochaines semaines. Alors bon, là on est en pleine campagne. Peut-être pour la suite, tu as peut-être des pistes que tu voudrais partager avec nous. Oui, non, mais c'est une bonne question d'ouverture. Il se trouve que, alors j'ai parlé tout à l'heure de mes premiers amours, hein, le rôle des marques dans la société. J'ai parlé de Jérôme Fourquet. Il se trouve que dans les prochaines semaines, là, parce qu'on vient de finir la note hier, on va pondre une note très conséquente. Elle est très longue. C'est quasiment un petit livre sur le rôle et la place de la grande distribution dans la société française, qu'on a intitulé La société de supermarché, qui va sortir à la Fondation Jean Jaurès. Qui est une réflexion sociologique, une réflexion politique, une réflexion symbolique et territoriale, où on mixe des études d'opinion, des cartes d'implantation de supermarchés, mais aussi des stratégies publicitaires, pour essayer de donner à voir ce que je racontais tout à l'heure. C'est-à-dire que quand il reste plus rien, quand il n'y a plus de partis, quand il n'y a plus de syndicats, qui aujourd'hui porte les colères des gens, c'est aussi la grande distribution aujourd'hui. Je crois que ça a été peu étudié, donc je suis très content d'avoir fait avec Jérôme Fourquet. Voilà pour l'actualité. Merci beaucoup Raphaël d'avoir joué le jeu dans toute confidence chez Spin Doctor. Oui. Et puis surtout, tu reviens quand tu veux. Avec bonheur. Merci encore, à bientôt. À bientôt.